Tu vois à gauche là, on dirait que c'est deux sœurs avec l'une des deux a un bébé. Elle le protège beaucoup, hein. Ouais. Ils sont tout le temps autour de lui. Ouais. Il est tout petit. C'est un mâle. C'est un mâle. Ouais, c'est un mâle. Dans cette clairière, les derniers éléphants de forêt d'Afrique centrale barbotent sous le regard attentif de Stéphanie Bourgeois et Ange Nzomba. Passionnés par les pachydermes, ces scientifiques tentent de trouver des solutions pour sauver ces animaux menacés d'extinction. Le Gabon aujourd'hui accueille vraiment la dernière grande population d'éléphants de forêt, estimée à 95 000 éléphants, ce qui représente plus de 70% des éléphants de forêt qui restent en Afrique. C'est vraiment une situation unique également au Gabon parce que l'habitat des éléphants n'est pas fragmenté, n'est pas morcelé. Donc les éléphants peuvent se déplacer en fait quasiment à travers tout le territoire. Le pays est presque entièrement recouvert de forêts tropicales. Grâce à une politique stricte de protection de l'environnement, ces forêts sont devenues essentielles à la stabilité climatique mondiale. Pour nous les Gabonais, c'est notre logis, c'est notre garde-manger, c'est vraiment notre milieu de vie. Je pense qu'il n'y a pas de Gabonais qui ne se sentent pas forestiers. Et pour nous, c'est extrêmement important que cette ressource persiste, qu'elle subsiste et qu'on l'utilisera toujours pour pouvoir nous développer et la pérenniser. Alfred Gomanda, spécialiste en questions climat et biodiversité, l'arpente régulièrement. Contrairement à l'Amazonie qui est devenue un émetteur, les forêts du bassin du Congo stockent plus qu'elles n'émettent de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc elles jouent et elles continueront à jouer un rôle primordial dans le maintien de l'équilibre climatique de la planète. L'éléphant, c'est le plus grand jardinier en fait de cette forêt. On estime que sans l'éléphant, la dispersion de certains arbres de cette forêt ne serait pas possible. Et donc, s'il n'y a pas de dispersion des graines de ces arbres, la richesse de nos forêts régresserait fortement. Sans éléphant, la forêt ne pourrait pas subsister. Mais sans forêt, l'éléphant n'aura pas sa place ici. Les deux composantes sont interdépendantes. Je pense que empiriquement, nos grands-parents le savaient. Nos ancêtres savaient que l'éléphant était un élément fondamental pour le maintien de leurs services écosystémiques. Et la science aujourd'hui tend à démontrer ce rôle fondamental qu'elle joue dans nos forêts. C'est au cœur du parc national d'Ivindo, au centre-est du Gabon, que l'équipe scientifique et une escadrille d'éco-gardes s'installent pour une mission de quelques jours. C'est très difficile d'observer un éléphant directement en forêt. Et donc c'est l'objectif de notre programme de recherche, développer des outils de suivi indirect pour pouvoir connaître l'état des populations, l'influence des activités humaines, les menaces qui pèsent sur ces éléphants. Ok, donc l'objectif de la mission là, pourquoi on vous a appelé pour cette mission là, c'est parce qu'on veut relancer le suivi des bails. Donc comme vous le savez, le suivi des bails, c'est pour connaître l'état de la population d'éléphants. Donc là, on ne pose pas les caméras de la même façon que d'habitude. On les met un peu plus haut parce qu'on veut avoir les éléphants en entier. Et avec ces données-là, qu'est-ce qu'on fait? On veut savoir si la population est en bonne santé. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de mâles? Est-ce qu'il y a beaucoup de femelles? Est-ce que les femelles ont des petits? Et aussi, est-ce qu'il y a des éléphants qui ont maigri? Parce que vous savez qu'il y a des endroits où on a montré qu'il n'y a plus de fruits et les éléphants ont maigri. On veut des belles photos bien claires des éléphants en entier. On ne veut pas juste le passage d'éléphants, on veut aussi savoir si c'est un mâle, si c'est une femelle, quel âge il a, s'il est dans un groupe, etc. L'éléphant de forêt a été reconnu finalement en 2021 comme une espèce distincte de l'éléphant de savane.
La distinction sur le plan génétique, elle ne peut pas être remise en cause, elle est vraiment très importante. On estime que la différence entre l'éléphant de forêt et l'éléphant de savane est aussi importante que la différence entre le mammouth et l'éléphant d'Asie. Et c'est également une espèce qui est différente sur le plan morphologique. Elle est plus petite, avec des oreilles plus rondes, des pointes d'ivoire aussi qui sont plus droites, un ivoire qui est plus dur. Et c'est une espèce qui mange aussi beaucoup de fruits. Ça, c'est vraiment une particularité de l'éléphant de forêt. Combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous sommes au bail de Langoué, qui est la plus grande clairière fréquentée par les éléphants de forêt au Gabon. C'est une clairière où les éléphants viennent pour puiser des sels minéraux, avoir également des interactions sociales. Et puis il y a toute une grande diversité de faune aussi qui vient ici. Mais celui qui crie là est en forêt, non? C'est la femelle qui est un peu de cri là, elle est au bail là. Et tu as vu, il y a une femelle qui est toute seule à droite là. Elle attend d'avoir l'accès au trou à sel. Ouais, c'est ça. On dirait que le groupe ne l'accepte pas. Ouais, c'est parce que ils savent qu'elle n'est pas de la famille, il faut la chasser. En fait, ce sont des parentés un peu éloignées qui se regroupent, quoi. Les noyaux vraiment proches, les sœurs, les mères avec leurs jeunes. Ou parfois même les mères restent avec leurs filles pendant longtemps. Mon rôle, c'est de suivre les éléphants au bail, connaître la taille, les heures de fréquentation, comprendre un peu certaines questions. Pourquoi est-ce que la taille de la population a diminué? Tout ça, c'est des questions un peu intéressantes pour nous de comprendre. Avant, j'avais peur des éléphants. C'est au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler sur les éléphants que j'ai commencé à avoir cette passion-là de les aimer. J'ai grandi dans les années 80 et c'est depuis toute petite que j'ai toujours décidé d'aller... Quand j'étais petite, je disais sauver les éléphants. Aujourd'hui que j'ai compris que c'est un peu plus compliqué que ça. Quand on arrive ici et qu'on comprend cette situation unique avec l'éléphant qui peut se déplacer partout, c'est une des dernières populations d'éléphants qui est encore aussi bien préservée, donc évidemment je suis restée. Une autre méthode pour pister les animaux consiste à poser des colliers GPS sous l'égide d'un vétérinaire. Endormir l'éléphant est l'une des opérations les plus dangereuses de la mission. On a commencé depuis 2015 à poser des colliers GPS sur les éléphants de forêt afin de pouvoir suivre leurs déplacements. Grâce au collier, on reçoit une position par satellite toutes les heures. Et ça nous donne des informations inestimables sur la façon dont ils utilisent leur habitat d'une saison à l'autre, d'une année sur l'autre.
56. 56. 32 plus 27,5. Aujourd'hui, on a une base de données qui comporte environ 150 éléphants. Donc, je pense que c'est l'une des plus grandes bases de données de déplacement des éléphants en Afrique. On va allumer le Turaya, on va regarder s'il y a des éléphants qui sont au bail cette nuit. Alors, dernière 24 heures. Ah bah, on a de la chance, il y a 2 éléphants à collier qui sont venus cette nuit-là, on a vu. Une guélé qui est rentrée à 18h, qui est sortie à 22h par le nord. Une guélé, c'est une femelle, non? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, une guélé? Une guélé, c'est le nom de la concubine d'une Kougan. Ah, mais vous avez toujours donné les noms de... Ah oui, ça veut donner les noms des femmes et des copines. Moi, je préfère quand vous donnez les noms, noms des lieux ou des rivières. La dernière fois, vous êtes revenu avec Josiane, quand même. Ouais. Il y a Mouyabi qui est venu aussi, mais plus tard. Plus tard, oui. La nuit. Donc on a 2 éléphants à collier qui sont venus au bail cette nuit. Cette nuit. Donc on va pouvoir les suivre. On va pouvoir les suivre, oui. Ramasser des échantillons de crottes, regarder ce qu'elles ont mangé. On va relever la position où elles sont sorties du bail. On va demander à Michel de suivre les traces. Les chercheurs travaillent avec Michel Malouata, un pygmée baka qui connaît la forêt comme sa poche. Grâce à son savoir ancestral, il peut suivre n'importe quel éléphant à la trace. Cela permet à l'équipe scientifique de croiser les données GPS avec la réalité du terrain. Les traces derrière ici. Je vois par rapport à les feuilles. Et comme les feuilles est comme ça, là, c'est là il sait que c'est là. Michel, ça c'est mal ou bien une femelle qui passe? Ouais, c'est une mâle. Oui, c'est la forme des antennes. Là, c'est le pattes avant. Ça, c'est un gros Moabi. Oui. Ouais. C'est un vieux Moabi. Regarde les peaux d'écorce, comment ça tombe. C'est pas qu'il est mort, hein. Regarde les peaux d'écorce. Il y a encore bien. Voilà, les éléphants bouffent ça. Les animaux. Il y avait aussi les gorilles, les chimpanzés, les singes. Mais ça c'est récent on dirait. C'est quand même récent, ça peut dire peut-être 1 mois, 2 mois. Ouais, 1 mois. 1 mois? Parmi les indices récoltés, les crottes permettent d'observer de quoi se nourrissent les éléphants. C'est aussi une manière d'en savoir davantage sur les ressources alimentaires disponibles en forêt. Regarde si tu vois des graines. Je sais pas ce que c'est ça. Ça, c'est du bois. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Un morceau de bois. Ouais. Un morceau de bois. C'est dur, mais c'est plutôt comme une herbacée, non? Une herbacée, ouais. Ça, c'est marrant tassé. Toujours beaucoup de feuilles. Beaucoup de choses un peu dures, mais il n'y a pas de fruits dans la zone. Il n'y a pas de fruits. On n'a pas eu des arbres fruités là. Oui, c'est cohérent. Ouais, bon, il y avait des arbres fruités, mais aucun fruit au sol. C'est un facteur aussi, le changement climatique, c'est un facteur qui peut aussi être la cause de tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui. On a le premier exemple de soleil maintenant qui frappe de partout. Il n'y a pas de fruits et tout. Il y avait une saisonnalité a complètement changé.
Et ça perturbe aussi le comportement des animaux. Avant, les éléphants avaient de la nourriture, mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien parce que tu peux parcourir 5 km, 10 km en forêt, mais il n'y a pas des arbres fruitiers. Mais tu demandes aux grands-parents, avant, ils te diront que à cette époque-là, parfois, ils partaient ramasser des noisettiers sauvages à cette époque-là. Mais tu pars maintenant, là, tu ne trouves plus rien. C'est sec, sec. La pénurie de nourriture dans la forêt pourrait expliquer que des éléphants se sédentarisent près des cultures et des hommes. Un changement de comportement qui crée de fortes tensions avec les villageois. Bonjour maman Nadia. Oui, bonjour maman. Comment tu vas? Ça va un peu. Ça va. Oui, oui. Léa Larissa Moukani, experte en écologie sociale, cherche des solutions à ce problème qui prend de l'ampleur dans tout le pays. J'étudie à la fois la question de l'éléphant, donc de l'animal, dans son écologie, et j'étudie les relations homme-animal. Le problème de conflit homme-faune est évident au Gabon, avec une hausse de plaintes relatives à la déprédation des cultures par les éléphants dans les champs. Tout ce que j'ai planté, ça a été dévasté avec les éléphants. Quand je suis là derrière, des fois tu le vois, la trompe il soulève parce qu'il y avait les bananiers à côté de la maison. Des fois tu vois vers les 16 heures, tu vois comment il soulève la trompe. Des fois il prend un bois, il casse, des fois il crie. Même quand tu dors, des fois tu comprends, waouh, tu comprends le bruit sans qu'il y ait l'éléphant. Je prends les touques, je prends les bidons, ou bien le feu, je tape avec les bois, je chasse, des fois on fait le feu, on fait. Quand on tape, tu vois qu'il part d'abord. 2, 3 jours, il revient encore. Je ne dormais pas. On a essayé plusieurs techniques, allant des techniques dites locales, par exemple le feu, le campement, en passant bien évidemment par les cartouches à piment, pour arriver aux clôtures électriques. L'éléphant, c'est un animal intelligent. Même les agriculteurs reconnaissent que l'éléphant est intelligent. Si on a mis le feu aujourd'hui, il faut que demain on vienne mettre, je ne sais pas, des clochettes. Sinon, après, il va s'habituer. Les chercheurs aujourd'hui ont un travail et ont obligation de résultats pour pouvoir trouver et adapter des solutions qui soient non nuisibles pour les communautés locales, mais également pour la faune. Mais la plus grosse menace qui pèse encore sur les éléphants vient d'ailleurs. Ils sont pourchassés et abattus illégalement pour leur viande, leur peau, mais surtout leur pointe d'ivoire. Tiens, il y a une carcasse là. Ça c'est le crâne. Là c'est les os du tibia là. Là c'est un peu détourné. Est-ce qu'il n'y a pas de pointe d'ivoire? Il n'y a pas les ivoires. On saisit les ivoires de Le marché illégal de l'ivoire, alimenté par la demande croissante en Asie, reste florissant. Les données générées par les scientifiques deviennent une arme essentielle pour appuyer la lutte anti-braconnage. Sur le crâne, il n'y a pas de traces. Hein. C'est un peu trop récent pour que les ivoires aient été simplement rongés par les autres animaux. C'est ça, les rongeurs. À ramasser les ivoires. C'est ça. Parce que là, la position où il est, ça peut quand même être qu'il était en train de fuir. Le fouet va tomber ici. Ouais. Donc on va prendre l'échantillon. Ouais. Et la seule information qu'on pourra avoir de plus, c'est si on trouve les ivoires qui correspondent un jour. L'échantillon génétique. Il ne faut pas oublier que l'éléphant de forêt est toujours soumis à une pression très importante de braconnage. Il y a encore quand même des grandes saisies d'ivoire au niveau international. La pression de braconnage s'est un peu déplacée de l'éléphant de savane à l'éléphant de forêt. Nous, en tant que scientifiques, bien sûr, on ne fait pas de la lutte anti-braconnage. Mais par contre, notre rôle, ça va être d'aider les éco-gardes, d'aider les conservateurs à comprendre où sont les zones les plus braconnées et également quelle est l'ampleur de la pression de braconnage. Et on voit que tous les outils qu'on a mis en place, finalement, ça contribue à aiguiller les efforts de conservation.
Pour analyser les données recueillies, Stéphanie a mis en place un laboratoire de police scientifique à Libreville. C'est un laboratoire qui a été inauguré en 2021 et c'est le premier laboratoire de génétique forensique de la faune de la sous-région. Bonjour, ça va? Génétique forensique, ça veut dire utiliser les méthodes génétiques pour soutenir les enquêtes et les poursuites judiciaires dans le cadre des crimes fauniques. J'arrive du ministère, comme convenu. Donc voilà ce qu'ils nous soumettent comme cas. Donc une saisie d'ivoire. 2, 3. Et autre information importante, le suspect dans cette affaire est potentiellement suspect dans d'autres saisies aussi en Afrique centrale. Nos techniques qui ont été développées ici au Gabon permettent de déterminer l'origine des saisies d'ivoire à travers le Gabon. Et ça nous permet d'identifier les sites qui sont les plus ciblés par le braconnage. Nous avons également développé un test qui permet d'identifier les éléphants de façon individuelle. Et ça nous permet de faire des correspondances entre des pointes d'ivoire saisies, la carcasse d'où proviennent ces pointes, et également si on trouve des traces de sang sur une machette ou sur des vêtements d'un suspect par exemple. Et ça c'est un test qui est suffisamment précis pour qu'on puisse présenter les résultats devant un tribunal dans un rapport d'expertise et que ça contribue à éclairer les poursuites judiciaires et à permettre au juge de prendre une décision. Alors dites-moi, donc ça c'est une plaque de sexage des échantillons d'ivoire, c'est ça? Oui. Donc c'est intéressant, là il y a un groupe de mâles, donc ça c'est pas surprenant pour une saisie d'ivoire. Ils attirent plus les braconniers puisqu'ils ont des grandes défenses. Oh, par contre il y a quand même, regardez, il y a un grand groupe de femelles ici. Beaucoup de femelles pour une saisie d'ivoire, c'est assez intéressant. Ok, super. Donc là vous avez déjà fait 2 marqueurs. On continue comme ça sur les 14 suivants. C'est des bons échantillons, ça marche bien. Malgré les efforts déployés, les menaces persistent. Selon les scientifiques, il faut en moyenne 40 ans pour doubler une population d'éléphants de forêt. Aujourd'hui, étudier l'éléphant de forêt, c'est passionnant et c'est difficile aussi parce qu'il faut bien comprendre que l'éléphant de forêt vit dans un habitat qui se modifie très vite, que ce soit par l'impact des activités humaines sur les dernières décennies. Tout ce qui est industrie extractive au Gabon s'est énormément développé, donc l'éléphant doit s'adapter à tout ça. Et ça interroge aussi sur la place qu'on est prêt à laisser à l'éléphant et à la grande faune en général, dans notre monde de plus en plus anthropisé. Étudier l'éléphant et le protéger reste un enjeu majeur pour la sauvegarde de cette forêt tropicale, essentielle aux populations locales et à notre planète.